Voilà. Merci beaucoup Caroline. Comme tu le disais, on est ravis de collaborer avec Voyage d'Exception. On a déjà commencé à proposer des croisières ensemble et aujourd'hui on a envie de vous faire rêver sur l'Antarctique et surtout vous donner envie de partir aux côtés de Voyage d'Exception. Donc on va directement aller dans le vif du sujet. Donc vous parlez un petit peu de cette nouvelle compagnie Exploris, qui est une nouvelle compagnie française de croisière d'expédition avec un premier navire Exploris One qui est conçu pour l'exploration. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un bateau qui existait déjà sur le marché avec Silver Sea qui exploitait le bateau sous le nom de Silver Explorer. Donc on a racheté le bateau, on l'a rebaptisé Exploris One et c'est un bateau qui est vraiment conçu pour l'exploration avec une coque glace 1A. Donc il va en eau libre comme dans les régions polaires et il propose des voyages 100% francophones. C'est ce qui va faire notre différence par rapport à nos confrères, c'est-à-dire que l'on va s'adresser qu'au marché francophone, la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Québec. Donc pour avoir cette ambiance à bord avec une seule langue à bord, ce qui va permettre plus de fluidité dans les messages, dans le partage et surtout de la connivence entre les passagers, les membres d'équipage, les guides naturalistes et également les conférenciers. Donc ça c'est un petit peu notre ADN. Alors, un pavillon français qui va être prévu courant 2024. Notre restauration et notre service, c'est du haut de gamme. On ne parle pas de luxe ou d'ultra-luxe chez Exploris, mais plutôt du haut de gamme. C'est un bateau qui existait déjà, qui a un vécu, qui a une patine, et c'est ce qui fait aussi un peu la différence. Mais par contre, au niveau du service de la restauration, on se doit d'être, je dirais, irréprochable, puisque quand on est sous pavillon français, on est aussi attendu sur la gastronomie à bord et sur le service. On est en formule tout compris, donc durant nos croisières, tout est inclus. Je suis désolée, je suis un peu petite. en pension complète, c'est-à-dire vous avez dans tout ce qui est proposé à bord, c'est la pension complète, les boissons qui sont incluses durant la croisière, l'open bar en dehors de la carte premium, les excursions, les sorties en zodiac, en kayak, les activités et les conférences. Tout est inclus. On a bien sûr à bord des équipes d'expédition et Benjamin vous parlera, sera justement le reflet d'une partie de nos équipes et on y attache beaucoup d'importance puisque c'est ce qui fait aussi le sel de nos croisières. Et on a envie d'avoir une expérience optimale à terre, mais bien sûr dans le respect des zones visitées, puisqu'on va aller toucher des zones fragiles qui sont un peu parfois inexplorées ou inhabitées, et on se doit d'y aller de façon la plus vertueuse possible, parce que j'aime à dire qu'on est des visiteurs bienveillants et non pas des envahisseurs polluants. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, toutes les compagnies cherchent à être à avoir le moins d'impact possible. Et c'est pour ça qu'on a des engagements RSE, nous aussi, très forts. Et c'est ce qui nous permet de rejoindre la même direction que Voyage d'Exception dans nos projets de croisière. Là, je vous ai juste mis un petit peu le plan, mais bon, c'est surtout pour vous montrer un petit peu que le bateau est une petite capacité, puisque je vous ai dit qu'Exploris One, c'est un bateau qui, non, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais c'est 144 passagers, donc 72 cabines, c'est tout petit, donc une capacité qu'on va même réduire à 120 passagers sur les régions polaires, 100 à 120 passagers, tout simplement pour avoir une expérience optimale à terre et qu'on ne fasse pas de groupe, avec un groupe 1 qui descende, un groupe 2 qui attend. Tout le monde va débarquer en même temps, tous ensemble et plus longtemps. Comme je vous le disais, notre priorité est que nos passagers vivent un maximum à destination. Ils vont très loin pour découvrir des terres un peu inconnues. Et donc, l'idée, c'est qu'ils passent un maximum de temps à terre. Et donc, ce bateau-là, il n'y a pas de cabine intérieure, il n'y a que des cabines extérieures. Et pour remettre un petit peu en phase, il a été totalement rénové en 2018. Et nous, quand on l'a récupéré de chez Silver Sea, on l'a également rafraîchi en 2023 quand on a démarré nos premières croisières. Et on a 100 membres d'équipage pour 144 passagers. C'est ce qui vous montre aussi qu'on est dans le haut de gamme. Alors, je vous montre juste quelques cabines pour vous montrer un petit peu les hébergements possibles Exploris One. Comme vous pouvez le voir, on a une première catégorie de cabines, ce sont les premiums, ce sont des cabines avec des hublots, vous pouvez voir là-bas à droite. On n'en a que 4 cabines comme ça, donc c'est vraiment, c'est même une catégorie de cabines, c'est le premier tarif, mais qui reste effectivement, que l'on avait même au départ pas ouvert à la vente, qu'on avait laissé un petit peu en suspens, parce qu'il n'y a que 4 cabines.
Et puis maintenant, aujourd'hui, on propose toutes les catégories, mais celles qui partent, je dirais, qui sont les plus prisées, c'est souvent les cabines avec un sabord. Donc un sabord, c'est rectangulaire. Donc on a des sabords de 80 cm, voire des sabords sur la cabine de luxe de 120 cm. Donc c'est vraiment des très grandes fenêtres, mais qui ne s'ouvrent pas. Le sabord, c'est juste pour avoir une vraie visibilité sur l'extérieur. Et des cabines balcons. Alors ce que l'on appelle nos balcons, c'est du balcon à la française. Ça veut dire que c'est des baies vitrées qui s'ouvrent. Vous pouvez vous pencher sur votre rambarde, mais vous n'avez pas l'opportunité d'avoir une table et une chaise longue derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle le balcon à la française. Si vous cherchez des vrais balcons, on va aller sur les suites. Donc là, c'est nos 60 cabines. Et sur nos suites, là, on va avoir des vrais balcons, des balcons de 8 mètres carrés, 15 mètres carrés, hormis sur la suite Discovery, qui fonctionne comme la cabine balcon, avec 2 petits balcons d'1,5 mètre carré. Mais comme vous pouvez le voir, les suites que nous proposons à bord sont des suites très spacieuses. C'est un petit bateau d'expédition et on a des suites qui vont de 37 mètres carrés à 67 mètres carrés. C'est pas rien. Avec, pour la suite de l'Armateur, un balcon de 15 mètres carrés. Mais comme on est sur une toute petite unité, j'attire votre attention, vous réserverez auprès de voyages d'exception, c'est de poser des options. Parce que les cabines balcons, il n'y en a pas beaucoup. Certaines catégories de suites, il n'y en a que 2 dans telle ou telle catégorie. Donc il faut faire vite au niveau de la réservation pour accéder aux cabines que vous souhaitez, bien entendu. Alors, comme sur tous les bateaux de croisière, il y a des services à bord, avec toutes les commodités, un grand restaurant qui accueille la totalité de nos passagers, un petit grill extérieur, également un espace de fitness, parce qu'on mange beaucoup sur les bateaux de croisière, même en expédition. Donc, on a une petite salle de torture, la salle de sport. On a également une boutique, bien entendu, la passerelle. Alors ça, c'est très intéressant. La passerelle, c'est là où vous allez avoir le commandant et les officiers de quart qui sont là pour opérer et faire naviguer le bateau. Eh bien, la passerelle, elle va être ouverte aux passagers pratiquement très régulièrement durant la journée. Dès que la navigation sera souple et facile, on peut aller voir le commandant, les officiers de quart, échanger, voir l'approche de telle ou telle destination, et ça, c'est juste magnifique. Donc, on a vraiment l'impression, quand on est à bord d'Exploris One, d'être sur son bateau avec ses invités. Il y a ce côté vraiment bateau-boutique, intimiste, convivial. On est vraiment en toute simplicité, et on peut partager, échanger avec les membres d'équipage, avec les guides, avec les grands invités. Donc ça, c'est très, 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 très agréable. Et bien sûr, indépendamment de la boutique, on va avoir aussi un centre médical, des jacuzzis extérieurs. Donc je vous montre un petit peu la suite. Là, on voit le petit grill extérieur quand on est sur des destinations plutôt soleil. Nos expéditions, je dirais, vertes. Et enfin, par contre, attention, pas de piscine à bord d'Exploris One. C'est l'océan, oui, voilà, qui nous entoure, qui sert de piscine naturelle. Mais par contre, on a 2 jacuzzis à bord pour les passagers qui souhaitent se relaxer après une expédition, une exploration. C'est toujours très, très agréable. Mais voilà, on préfère que vous soyez vraiment à terre et à destination pour vivre véritablement le voyage de votre vie. Alors, quand on parle d'expédition, on connaît les croisières classiques avec des excursions classiques, etc. Mais quand on part en croisière d'expédition, messieurs, dames, il faut s'attendre à l'inattendu, à l'exceptionnel. On doit lâcher prise. Quand on part en expédition, ce n'est pas des programmes forcément toujours précis. Et pourquoi c'est pas précis ? Parce que c'est la nature, la faune qui va être maître du voyage. Et si on doit rester plus longtemps à tel ou tel endroit, on va le faire, mais bien sûr toujours pour le bénéfice de nos passagers. Donc quand vous partez en croisière expédition, eh bien, c'est plus nous qui sommes maîtres à bord, c'est plutôt la nature qui nous entoure et ce que l'on va pouvoir voir, expérimenter et partager. Donc ça, c'est une expédition. C'est bien sûr un programme de conférences à bord. C'est là où on va apprendre à comprendre aussi ce qui nous entoure et ce que l'on va découvrir à terre. Des débarquements très fréquents, des sorties en Zodiac et en kayak, et un encadrement aussi pour la sécurité des passagers et la protection de l'environnement. Ça, c'est aussi très important. Et c'est pour ça qu'on est aussi, on a un engagement fort et une contribution pour un tourisme durable. Donc, on est membre de l'ATR également comme voyage d'exception pour un tourisme responsable. Et on est aussi membre IATO et AICO. Alors, juste, ça, vous le retiendrez pas nécessairement, mais il faut savoir que quand on va en Antarctique, on doit être membre du IATO. C'est l'association qui permet de préserver la destination et de ne pas laisser des opérateurs faire n'importe quoi
en navigation ou à terre. On a vraiment des règles très strictes à faire. Dès que l'on va débarquer en Antarctique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est très régulé, très protégé, et c'est tant mieux. Comme ça, on garde la nature telle qu'elle est, et quand on repart de la péninsule ou d'ailleurs, on ne laisse aucune trace de notre passage. Et l'AICO, c'est pour l'Arctique. Donc voici les deux associations dans lesquelles nous sommes membres. Alors, bien sûr, nous avons aussi nos équipes d'expédition. Vous pouvez voir certains d'entre eux sur cette diapositive. Donc, des guides naturalistes, un chef d'expédition et des guides naturalistes. Ça peut être des ornithologues, glaciologues, volcanologues, en fonction des destinations proposées. Un responsable kayak avec des guides kayak, mais également des équipes pour la photo, parce qu'on aime avoir des professionnels à bord, parce qu'on va dans des destinations où on a envie de ramener les meilleurs clichés. Donc on a des reporters de l'agence Zeppelin qui sont là pour encadrer nos passagers et leur permettre d'utiliser au mieux leur appareil photo, voire même leur téléphone, pour amener les meilleurs visuels. Et une journée type en expédition, qu'est-ce que c'est ? C'est bien sûr, alors là, on a des exemples, notamment quand on est dans la glace, c'est de la navigation au milieu des icebergs. Ça peut être des sorties en zodiac pour aller voir le front glaciaire, des sorties en zodiac aussi pour observer la faune, des débarquements très très fréquents. On peut débarquer 2 voire 3 fois dans une même journée, souvent 2 fois, c'est déjà pas mal. Des sorties en kayak accompagnées par des guides et des conférences à bord. Donc ça, c'est un petit peu la journée que l'on peut avoir quand on est en mode expédition avec Exploris. Alors, je suis désolée, j'ai peut-être un rythme assez rapide, mais comme j'aimerais laisser aussi Benjamin nous parler véritablement de l'Antarctique, et puis je veux vous garder éveillé jusqu'au bout, voilà, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet et vous parler de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est quoi ? C'est l'hémisphère sud, donc c'est vraiment dans le bas, c'est l'anti-arctique, c'est l'opposé de l'Arctique. Donc, quand on va en Antarctique, c'est un continent à part entière qui est entouré par un océan, l'océan austral. C'est un continent qui est couvert de glace et qui est froid et sec. Il n'y a pas ou très peu de végétation. C'est vraiment tout l'opposé de l'Arctique. Il n'y a pas d'habitants en Antarctique. Donc, vous ne partez pas en Antarctique pour aller rencontrer la population locale. Il n'y en a pas. Il n'y a que des scientifiques en Antarctique qui sont là effectivement pour faire des relevés, pour mieux connaître cette destination et surtout mieux la protéger. Donc ça n'appartient à personne, c'est une terre de paix et de science, et on espère véritablement que ça restera une terre de paix et de science pendant de longues années, parce que c'est ce qui permet aussi de la garder aussi vierge et aussi pure. L'été, on est entre moins 10 et 10 degrés quand on va en Antarctique, donc c'est l'été chez eux. Donc on va en Antarctique entre novembre et février-mars, la grande période. Par contre, en hiver, on peut avoir jusqu'à moins 30 en moyenne et des records jusqu'à moins 60 sur la péninsule antarctique. Côté faune que l'on peut voir en Antarctique, là on peut voir véritablement pas mal d'espèces, mais en fait, il y a quelques espèces, mais c'est surtout que vous avez des larges colonies. Donc on les voit en très grand nombre. Donc quand on voit des phoques, des léopards des mers, éléphants de mer, des otaries, mais notamment des manchots. Attention, on parle de manchots, pas de pingouins. Des orques, des baleines, des pétrels, des albatros. Il y en a vraiment, notamment les manchots, on en voit par milliers. Quand on descend à terre, c'est des milliers de manchots que l'on peut voir. Donc pas une multitude d'espèces à la différence de l'Arctique, mais par contre, quand on en voit, c'est en très grande quantité. Alors, pourquoi voyager en Antarctique ? On aime à dire que c'est le continent de tous les superlatifs. Bon, alors là, on a repris quelques termes, le plus bas, le plus reculé, le plus glacé, le plus blanc, le plus froid, le plus venteux, mais aussi le plus aride, le plus haut, le plus doux au niveau de la réserve d'eau douce, et le plus vite, parce qu'effectivement, quand on débarque en Antarctique, on a cette impression de silence, d'immensité, de blanc, et l'impression fut véritablement qu'on arrive dans un endroit où même on a du mal à parler, parce qu'on est tellement submergé par les sensations, les impressions. On dit toujours que quand on part en Antarctique, on ne revient pas tout à fait pareil, et qu'on laisse un petit bout de soi
sur ce continent. Et je peux vous le dire pour l'avoir testé pas plus tard qu'en janvier, et je vous confirme que c'est le voyage d'une vie. J'espère que vous pourrez le vivre prochainement avec Voyage d'Exception et à bord d'Exploris One, parce que c'est un voyage qui ressemble à aucun autre. Et on se sent tout petit quand on débarque en Antarctique et qu'on voit les éléments, qu'on se confronte finalement aux éléments. On n'a plus l'habitude d'avoir cette nature si vierge, si pure. Et c'est ce qui fait toute la beauté de cette destination et de ces expéditions qui sont proposées. Alors, pour être un petit peu plus dans le vif du sujet, bien voilà, vous montrer un petit peu les 3 programmes. Il y a plusieurs programmes. Là, c'est les 3 programmes les plus classiques que l'on peut avoir en Antarctique, c'est-à-dire on propose ou bien la 10 nuits, qui fait juste la péninsule antarctique, ou la 12 nuits qui va descendre sous le cercle polaire, ou encore la 16 nuits qui va combiner, alors là, il faut avoir un peu plus de temps, mais la 16 nuits va combiner 3 destinations, les îles Malouines, la Géorgie du Sud et la péninsule antarctique. Donc c'est vrai que c'est un voyage qui peut être de 18 jours, 16 nuits, mais ces croisières-là que je vous présente, c'est les croisières que va reprendre Voyage d'Exception en janvier, février. Vous aurez le détail, bien sûr, de leur programme, puisque, comme vous l'a expliqué Caroline, nos croisières sont habillées en pré-séjour ou post-séjour avec Voyage d'Exception, avec des séjours notamment à Buenos Aires un peu plus longs que ce que l'on peut proposer en classique, et bien entendu un accompagnement avec des invités qui sont les invités de Voyage d'Exception également. Je vais laisser la parole à Benjamin qui va rentrer véritablement dans le vif du sujet de cette destination. Et bien sûr, on sera là pour échanger avec vous à la fin de cette présentation. Voilà, merci à vous. Non, c'est bon, je vais prendre ça. Donc voilà, merci Corinne pour cette présentation. Je reviens rapidement quand même sur ces programmes-là. Vous voyez qu'ils partent tous de l'Amérique du Sud, naturellement, de Ushuaia, parce qu'on est très très loin dans la partie australe du monde, et ça nous permet d'aller toucher une pointe de l'Antarctique assez rapidement. Voici ce continent, l'Antarctique. Alors, naturellement, sur des voyages de 10 jours, cette petite partie du monde-là, qu'on l'a dit, dédiée à la paix sur Terre, dédiée à la préservation de la nature sur Terre et à la science, ce qui est complètement unique dans le monde, eh bien, il fait 14 millions de kilomètres carrés. Donc là, il y a presque personne, à part quelques scientifiques qui résident là. Donc c'est vraiment un monde sauvage à l'état pur, et surtout, c'est le monde des glaces, de la puissance des glaces. Aujourd'hui, au-delà de ce continent qui est gigantesque, là, c'est de cette partie-là, je vais vous parler de la péninsule antarctique, parce que naturellement, ce continent-là, vous n'allez pas faire le tour en croisière. Il y a plus de 25 000 kilomètres de littoraux. C'est absolument énorme. Donc c'est carrément le tour du monde par le cercle arctique ou antarctique. Donc c'est absolument colossal. C'est un immense continent avec des quantités de glace sur le continent absolument colossales, jusqu'à 4 km d'accumulation glaciaire sur le continent. Donc c'est comme si on était là dans les rues et qu'on avait jusqu'à 4 km, 4000 mètres de glace au-dessus de la tête. Donc c'est vraiment la grande réserve d'eau douce de la planète, et c'est le plus grand inland seas, donc un glacier continental de plus de 50 000 km² sur la planète. C'est le plus grand naturellement. Donc cette péninsule, vous voyez, ce continent est isolé du reste du monde par l'océan austral. Corinne en a parlé un petit peu, c'est un immense océan qui fait 20 millions de kilomètres carrés et qui brasse un peu tous les océans de la planète, que ce soit l'océan Atlantique, que ce soit l'océan Indien et Pacifique. C'est un peu le carrefour des océans, cet océan austral, qui est souvent aussi agité, comme vous le savez. Donc regardez un petit peu cette partie là entre l'Amérique du Sud et puis la péninsule antarctique. Eh bien, c'est une petite parenthèse de mer, on va dire. Il y a 1000 km, alors que si on part de l'Afrique du Sud qui est ici ou de l'Australie, eh bien on a beaucoup plus, c'est-à-dire qu'ici on peut passer en 2 jours de navigation vers l'Antarctique, parfois 2 jours et demi quand les conditions sont mauvaises. Mais si on part de l'Afrique du Sud ou de l'Australie, eh bien c'est bien plus que ça. Parfois c'est jusqu'à 5 jours. Donc cet océan est absolument colossal et isole ce continent du reste du monde. Donc en termes d'écologie, quand on part en Antarctique, eh bien, naturellement, ce voyage-là, c'est une découverte d'un monde sauvage. Il a ses boucliers, il est isolé du reste du monde, donc on va trouver une écologie
complètement particulière là-bas, que ce soit à travers les espèces, que ce soit à travers le climat. Bref, c'est unique en son genre. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce continent, là, on y va en été, hein, naturellement. On part de la péninsule, de la Terre de Feu, donc dans le sud de l'Amérique du Sud, pour passer sur la péninsule. C'est original. C'est bon, il est 5 heures. Donc voici notre continent antarctique. Et ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'il faut garder en tête que ce continent, hein, dont toute l'écologie vient de la mer, hein, là-bas. Je vais vous expliquer ça un petit peu, mais naturellement, il n'y a pas du tout d'écosystème sur Terre, puisque ce n'est que de la glace. Donc toute la vie que vous allez observer là-bas provient de l'écosystème marin. C'est la mer, l'océan qui entoure ce continent, qui est productif et qui va donner la vie et qui va permettre d'avoir toutes ces espèces que l'on peut observer là-bas. Cette superficie du continent, l'hiver, elle double. Hein. Il y a 14 millions de kilomètres carrés supplémentaires de glace de mer qui vient tous les hivers entourer le continent. Et vous voyez encore une fois, avec ces conditions de glace ici, cette péninsule que l'on vise, c'est un intérêt également, c'est un peu la zone où la banquise disparaît le plus rapidement au printemps. J'ai un peu pour habitude de dire de façon caricaturée que finalement cette zone que l'on va viser pendant ces voyages, entre guillemets, ce sont les Caraïbes de l'Antarctique, parce que le continent est très froid. On parlait de température maximale de -50, -60 en péninsule, mais sur l'Inland 6, on a enregistré les températures les plus froides du monde par télédétection jusqu'à -93 degrés. Même l'été, il fait -35, -40. Donc c'est un continent d'une rigueur extrême, et cette petite pointe de la péninsule antarctique qui rentre très loin dans l'océan austral échappe un petit peu à ça. C'est un petit peu plus chaud et donc on a un petit peu plus de biodiversité, et on a en plus de ça là-bas des montagnes, donc des paysages qui sont grandioses pour aller faire du tourisme, de l'écotourisme, plus que dans certaines zones finalement en Antarctique qui sont beaucoup plus rigoureuses. Donc voilà les glaces. En termes de localisation de ces voyages, voici le sommet donc, de la péninsule antarctique. Donc voici l'Amérique du Sud, les Malouines et la Géorgie du Sud, hein, ce petit système insulaire complètement perdu dans l'océan austral pour ceux qui feront une grande boucle, comme on les appelle, qui passeront par les Malouines, par l'archipel des Malouines, qui a vraiment un caractère exceptionnel aussi en termes d'écosystème, et puis la Géorgie du Sud, qui elle, pour moi, à mes yeux, est vraiment un exemple de conservation finalement insulaire subantarctique, avec un gros travail des Anglais pour la préservation de l'écologie, puis surtout de l'ouverture au tourisme, ce qui est quand même assez rare, et c'est vraiment un endroit exceptionnel dans le monde. Et puis naturellement, la péninsule, ces voyages-là vont surtout viser cette partie, cet archipel qui s'appelle les Shetland du Sud, et puis toute la côte de la péninsule antarctique là, qui est remplie de montagnes, de paysages absolument grandioses, et parfois aussi dans ces régions-là, appelées l'Antarctic Sound, pour aller voir des icebergs tabulaires qui dérivent de la mer de Weddell, qui est de l'autre côté de la péninsule, et qui a un caractère glaciaire complètement différent que l'ouest. Je vous rappelle quand même, avant de passer à autre chose, que là, sur le passage du Drake, hein, comme on l'appelle en termes de navigation, on a 1000 km à peu près, et que les perturbations passent toujours de l'ouest vers l'est. Ça vient à peu près aux 4 jours, on est dans les océans qui bougent quand même beaucoup, là, c'est des tempêtes qui viennent aux 4 ou 5 jours, et on essaye de bien viser pour que ça bouge pas trop pendant 2 jours, parce que c'est vrai que d'avoir le mal de mer dans ces régions-là, c'est pas compliqué. Et en soi, ce passage-là océanique, les premiers jours de croisière sont généralement chargés parce qu'on a plein d'informations à vous donner concernant des process de biosécurité à faire avant de mettre les pieds en Antarctique, etc., pour les espèces, pour éviter d'introduire des espèces dans ces écosystèmes-là qui sont de l'autre côté et qui sont isolés par l'océan. Donc on a beaucoup d'informations pour les premiers jours, mais en général, le fait de traverser le Drake, c'est déjà un voyage en soi parce que c'est rempli d'oiseaux marins, énormément d'albatros, énormément de pétrels, de prions en tout style, donc c'est des dizaines et des dizaines d'espèces, et lorsque c'est calme, c'est assez fabuleux de pouvoir observer, ne serait-ce que dans le passage, cet environnement. Déjà l'océan austral, c'est un caractère assez exceptionnel, hein, entre le vent, les vagues et puis les oiseaux marins, on se sent déjà partir.
Et au cours de cette traversée, on traverse ce qu'on appelle la convergence antarctique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à peu près au milieu du Drake, eh bien, la température des eaux va perdre 4 ou 5 degrés en quelques kilomètres. Et c'est la confluence des eaux qui viennent finalement de l'Antarctique, du froid polaire de l'Antarctique, et puis des eaux un peu plus tempérées du Nord. Et soudainement, ça tombe et on rentre complètement dans un autre écosystème, cet écosystème polaire finalement qu'on vous emmène découvrir, tout simplement parce que vous l'avez compris maintenant, hein, l'Antarctique, c'est un voyage qui vous emmène vers la nature et non pas vers autre chose. Alors on voit beaucoup d'albatros pour traverser, ça c'est un albatros fuligineux, mais on voit aussi des grands albatros, on voit des damiers du Cap, on voit des pétrels antarctiques, on voit beaucoup d'espèces. Donc en général, c'est le moment d'aller prendre des jumelles et puis de voir ça. Ça, c'est un autre albatros qui s'appelle l'albatros à sourcils noirs, donc, dont les colonies sont beaucoup au Malouine, on va en reparler rapidement. Des colonies absolument superbes, je vais vous en reparler quand je vais vous parler des Malouines un tout petit peu tout à l'heure. Donc voilà cette péninsule antarctique, donc 1200 km nord-sud, donc c'est des zones déjà qui sont absolument énormes hein, en termes de zones géographiques. Pour ceux qui partiront sous le cercle antarctique, vous passerez à Adélaïde, cette île, afin de rentrer probablement, enfin dépendamment des conditions de glace, parce que naturellement, dépendamment des années et de la saison, etc., il reste plus ou moins de glace de mer. Le bateau peut passer ou pas. En début de saison, on a encore de la fast ice, donc de la banquise côtière qui porte toute la vie hein, là-bas. Donc c'est toujours très intéressant d'aller la voir en Zodiac ou autre. Donc vous irez jusque sur la baie Marguerite ou autre. Et puis sinon, ces grandes zones-là de détroit de Gerlache. Et puis comme je vous parlais, cet archipel-là appelé les Shetland du Sud. Je vais revenir sur les Shetland du Sud avec quelques images, mais je voulais quand même vous reparler un tout petit peu des glaces avant d'aller plus loin, parce que c'est ça qui est assez unique en Antarctique. Quand on le compare souvent avec l'Arctique, on nous demande qu'est-ce que c'est le mieux, est-ce qu'on part au nord, est-ce qu'on part au sud. Quand on part au sud, on va vraiment dans la force des glaces. Hein. Ça, c'est 4 km de glace, et naturellement, ces glaciers, cette masse colossale de glace, eh bien, donnent des glaciers qui sont absolument gigantesques. Vous voyez tout ce qui est en vert là, eh bien les glaciers en fait ont tellement de poussée qu'ils passent sur la mer, ils vont flotter sur la mer pendant quelques centaines de kilomètres en ayant une épaisseur de 300-400 mètres parfois, pour donner des icebergs complètement différents de ce qu'on a sur d'autres parties de l'Antarctique où c'est beaucoup plus alpin. C'est ce qu'on appelle des icebergs tabulaires hein, qui peuvent faire jusqu'à 150-200 km lorsqu'ils se débranchent. Et lorsqu'il tourne dans cette gire, la mer de Weddell, qui est ici, hein, qui est à l'est cette fois-ci, eh bien, de la péninsule, on a vraiment deux écosystèmes très différents entre l'est et l'ouest de cette péninsule qu'on vous emmène découvrir. Eh bien, on peut voir ces icebergs tabulaires dérivés. Et le plus grand au monde, là, se situe à peu près par là à l'heure actuelle. Il fait encore 60 km sur 75 km, alors qu'il s'est décroché de ce glacier-là en 1984. Ça vous donne une idée de la force des glaces de ce continent. Donc voilà, avec des grandes barrières de glace flottantes comme ça, ce sont des glaciers qui flottent littéralement sur la mer, et ça fait la taille de la France pour celui de la mer de Ross, et puis celui de la mer de Weddell qui se trouve ici. Donc nous, on se trouve ici dans ces voyages, et tant mieux, parce que tout ça, c'est beaucoup trop extrême. Voici une photo d'un mur de glace, justement, d'un de ces glaciers flottants. Ça fait 50-60 mètres de hauteur, et puis dessous, il faut imaginer qu'il y a encore 300-350 mètres de glace. Et ce front-là, c'est en mer de Ross, ça. Vous pouvez le longer, ça ne change pas de paysage, c'est exactement la même chose sur 700 km. Prenez un bateau et vous pouvez le longer pendant 700 km. Donc nous, quand on va en péninsule, on a de la chance parce que c'est beaucoup plus diversifié en termes de paysage. Voici par exemple une photo des Shetland du Sud, qui est volcanique, donc c'est encore un petit voyage dans la découverte de l'Antarctique, parce qu'on rentre dans des paysages comme ça, avec des petits cratères où il est possible de monter, de faire des randonnées, et puis de regarder l'environnement de l'Antarctique autour, avec les glaciers, les lumières, parce que les lumières aussi là-bas, au-delà de la faune qu'il y a beaucoup, les lumières sont complètement exceptionnelles, quoi. C'est-à-dire que de voir des couchers de soleil sur les glaciers, sur les montagnes, c'est un temps fort en Antarctique, parce que ça nous donne une dimension complètement folle de tout ça. Donc voici les Shetland du Sud, où on peut voir différentes espèces de manchots, des manchots à jugulaire, des manchots papous, et un petit peu d'adélie aussi. Ça, c'est des petits manchots. Sur la péninsule antarctique, vous aurez la chance probablement de voir des manchots papous, des manchots jugulaires,
et puis des manchots Adélie. Donc tous les petits manchots, là, vous risquez de les voir là-bas. Ce qui est assez unique parce que dans bien des régions de l'Antarctique, c'est peut-être une espèce ou deux, mais pas l'ensemble de cette biodiversité. Donc je vous le rappelle, on est un peu dans les Caraïbes de l'Antarctique, et là où il y a de la chaleur, il y a de la vie, et ça se prête bien à ce genre de voyage. Voici une image de la péninsule antarctique, c'est ça, hein, donc naturellement c'est fantastique parce que l'on n'est pas devant des murs de glace qui vont durer des centaines de kilomètres, on est dans des baies, dans des montagnes avec parfois de la fast ice, donc de la banquise côtière ou de la banquise en fragmentation, et ça c'est toujours un support pour la vie. Il y a moyen de voir des phoques, il y a moyen de voir des manchots bien sûr, et puis surtout beaucoup de baleines aussi dans ces régions-là, et puis surtout encore une fois les lumières qui sont toujours extraordinaires au lever ou au coucher du soleil. Voilà encore une image là, donc beaucoup de petits icebergs, beaucoup de banquises qui se fragmentent dépendamment des saisons, et nous ce qu'on va vous proposer dans ce genre d'environnement, et bien souvent c'est de prendre des Zodiacs et puis de partir dans la banquise, d'aller à la découverte de la glace qui en soi est déjà un grand voyage, et puis d'aller trouver de la faune, que ce soit des phoques crabiers ou autres, je vais vous en reparler tout à l'heure, et puis des baleines qui viennent s'alimenter dans ces eaux polaires là, en quantité assez importante, et qui sont, vu qu'elles sont préservées, pas chassées, eh bien, très collaboratives. C'est une faune qu'on peut observer à quelques mètres et qui ne craint pas l'homme, et ça c'est assez exceptionnel aussi. Voici le genre de glacier qu'on retrouve en péninsule antarctique. Vous avez vu, c'est pas un mur tiré au cordeau. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus alpin, donc on est dans des paysages fabuleux en termes de lumière. Et puis, vous voyez, ce sont des petits glaciers alpins là, qui se fragmentent, donc qui ouvrent des séracs. Et puis là encore, en Zodiac, on vous emmènera à bonne distance de sécurité de ces fronts de glace. Et on ira vous parler de la glace, on ira voir ces fronts de glace. Et faire une découverte du milieu naturel, vous parler des baleines en même temps, dans ce décor absolument grandiose. Et cela encore, là on perd un peu la dimension, parce que là-bas, on n'a plus de repères anthropiques, si vous voulez. On n'a plus d'église, on n'a plus de clocher quelque part pour donner une échelle au paysage, et on se rend compte qu'on perd complètement la dimension des espaces là-bas. Donc voilà, on vous emmènera aussi à terre, on vous fera monter sur des points de vue comme ça. Et naturellement, je n'ai pas l'habitude de dire finalement qu'en Antarctique, pour nous, la météo fait tout, parce que dès qu'il fait beau, là, pour nous, c'est extrêmement facile. L'Antarctique travaille à notre place, quoi. Tout est tellement magnifique, on n'a même plus à parler pour que ce soit intéressant. Donc voilà ce genre de paysage dans lequel on évolue quand on fait une croisière en péninsule antarctique. Dès qu'il fait beau, c'est absolument merveilleux. On voit des avalanches qui se font sur les flancs de montagne, et puis naturellement, il y a toujours quelques baleines à souffler en bas des glaciers. C'est un paradis sur Terre en des termes simples. Donc voilà, on continue de se promener en Zodiac, et puis on voit ce genre d'iceberg un peu partout dans les baies, des arches. Et donc voilà, quand il fait beau, que c'est un miroir, c'est parmi les plus beaux paysages du monde, c'est évident. Ah oui, je la remets, oui, bien sûr. Ça commence déjà ? Il fait nuit, alors oui, c'est une bonne question. J'entends des questions, vous allez pouvoir m'en poser par la suite. Mais donc, en dessous du cercle antarctique, vous avez bien compris qu'on monte beaucoup plus au nord lorsqu'on va en Arctique. On passe le cercle arctique parce qu'on est sur un océan, alors qu'ici, on est sur un continent. L'Antarctique est un continent, ce qui fait qu'on va se buter à la Terre à un moment donné lorsqu'on va trop descendre au sud. Donc, passer en dessous du cercle antarctique, c'est possible, mais vous allez beaucoup moins loin en termes de latitude que du côté arctique. Mais les lumières sont 24 heures sur 24 lorsque vous êtes en dessous, et naturellement au pic de l'été, même quand vous êtes un petit peu dessus, les lumières restent rougeoyantes et orangées comme ça. Là le ciel est orange de cette façon, le soleil est déjà couché. Et ce que je voulais vous montrer par rapport à ces icebergs là, c'est que même sur la partie ouest de la péninsule antarctique, on a quand même des barrières de glace flottantes sur la partie ouest, sud. Donc on a des gros icebergs qui remontent le long de la partie ouest, et on tombe sur ce genre d'iceberg dès qu'on est un petit peu au large de la péninsule, qui sont absolument superbes également. Donc en péninsule, on a vraiment le maximum de diversité biologique sur cette zone. Vous verrez des colonies de manchots papous, c'est ce genre de petits manchots, le plus grand des petits manchots.
Et on vous emmènera à la découverte de ce genre de colonies. Et vraiment, les animaux sont à 5-10 mètres. Il faut même leur laisser la place pour qu'ils puissent passer et faire leurs allers-retours vers la mer. Et donc voilà, on vous guide pour éviter le dérangement et puis que les observations soient les plus belles finalement. Voici des manchots Adélie, une autre espèce que l'on voit un petit peu plus sur l'Antarctic Sand. Donc dépendamment des glaces et de ce que fera le chef d'expédition, vous en verrez plus ou moins. C'est un manchot qui est quand même relativement abondant. On parle de 7 millions d'individus. Les papous que je vous montrais juste avant, c'est 400 000. Et on les trouve juste sur cette partie de la péninsule. On vous trouve aussi beaucoup de phoques sur la péninsule antarctique, différentes espèces de phoques comme le phoque léopard, vous le connaissez bien, c'est ce grand prédateur là, qui vient tuer des grands manchots, même des manchots royaux, des manchots empereurs, mais aussi des petits manchots. Les phoques de Weddell, qu'on voit souvent se prélasser sur les plages, qui vont plonger jusqu'à 600 mètres de profondeur, ces phoques-là. Et puis des phoques très inféodés aux glaces de l'Antarctique, qui sont vraiment endémiques de l'Antarctique, qui se risquent de krill comme le phoque crabier. Le krill, là, on vous en reparlera, je fais vraiment ça grossièrement et puis de façon caricaturée, parce que l'Antarctique, si on commence à rentrer dans les détails écologiques, on vous fait des conférences pendant des heures et des heures à bord et ça suffit même pas. Donc vraiment ce phoque crabier, là, qui est le phoque le plus abondant sur Terre, qui a une population qui est évaluée à 30-35 millions de phoques, c'est absolument colossal. Et tout ça parce que y a beaucoup de productivité dans l'océan austral. Le krill est là et donc ça supporte des populations animales qui sont très très importantes en termes de nombre, de richesse interspécifique. Donc les baleines aussi. Les baleines, c'est un grand moment en péninsule antarctique parce qu'on a dans ces eaux-là, comme je vous le disais, des quantités de krill astronomiques. On vous en reparlera à bord si vous avez la chance de venir, mais ces eaux-là abritent, disons, la biomasse, donc vraiment la quantité de krill la plus importante au monde. Et les baleines font jusqu'à 7-8 000 km, reviennent des eaux tropicales et équatoriales pour venir s'alimenter là l'été, et puis manger jusqu'à 1 tonne de krill par jour pour les baleines à bosse, mais pour les rorquals communs, c'est 2 tonnes. Et elles se gavent complètement pendant 4 jours pour refaire des réserves. Et puis elles repartent vers les zones équatoriales par la suite pour mettre bas. Et puis elles arrêtent de s'alimenter. Elles ont tellement réussi à mettre de côté de l'énergie là-bas, qu'elles arrêtent et elles reviendront l'été d'après pour se gaver à nouveau de krill. Donc c'est des zones extrêmement importantes pour la préservation du vivant sur Terre et des zones polaires sur ces zones. Beaucoup de zones sont protégées en Antarctique et ça risque de continuer. Et elles reviennent beaucoup, ces baleines. Je ne rentre pas dans les détails parce que les stocks se sont beaucoup effondrés, mais là on en a de plus en plus et ça ne va pas s'arrêter. C'est aussi une superbe zone dans le monde pour observer des orques. Les orques, c'est un super prédateur marin. Ils sont à peu près 100 000 sur la planète pour les estimations de population, là. Et puis, on a à peu près 80 000 dans l'océan austral. Donc, les eaux très froides et très productives du polaire dans l'hémisphère sud, ça leur convient très très bien comme habitat. Et rien qu'autour de la péninsule, il y en a à peu près 1200. Donc, c'est une des meilleures zones au monde pour les observer. Voilà, pour une brève petite découverte de cette péninsule, de qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer et quel est l'intérêt de ce voyage de façon très très caricaturée. Maintenant, je voulais vous parler rapidement des Malouines et puis de la Géorgie du Sud. Pour ceux qui partiront sur une grande boucle, là, vous découvrez finalement, vous faites un peu 3 voyages dans un. C'est-à-dire que quand vous partez aux Malouines, vous allez être dans un milieu où les oiseaux marins vont vraiment, encore une fois, être avec d'autres espèces au centre de l'intérêt, et principalement les colonies d'albatros à sourcils noirs. C'est ce que vous voyez ici. Sur bien des îles, on débarque et puis on a des colonies qui sont très très proches. Là, on est vraiment sur des îles qui sont habitées, qui sont privées, qui ont plus de perturbations anthropiques, qui ne sont pas aussi vierges que l'Antarctique naturellement, mais c'est extrêmement riche en termes biologiques également. Et puis lorsque vous êtes dans ces colonies, lorsque vous marchez dans le tussoc, là, les oiseaux sont parfois à quelques mètres et c'est vraiment incroyable d'observer des albatros comme ça, parfois même pas 2 ou 3 mètres, sans les gêner. C'est vraiment des oiseaux absolument extraordinaires. Vous verrez aussi des huîtriers, vous verrez
Des manchots royaux, un petit peu là-bas sur certaines plages, mais surtout des manchots papous, et puis tout un paquet d'anatidés comme des zouettes et compagnie. Donc c'est très très riche en termes aviaires également. Les malouines, c'est vraiment pas à négliger, c'est vraiment sous-exploité. La plus grande colonie d'albatros à sourcils noirs se trouve sur une île qui est là-bas qui s'appelle Steeple Jason. Et c'est 170 000 couples d'albatros à sourcils noirs. Vous sortez du tussoc. Et puis, ça à perte de vue sur une côte, eh bien, des petits nids, des petits monticules où les albatros vous regardent comme ça. Et il y en a des milliers qui bougent pas, là, très très calme. Voilà à quoi ressemble un peu l'environnement des malouines. Ça, c'est Sanders Island, mais souvent c'est comme ça. Donc, c'est très, très pelé, très harassé. Et beaucoup d'oiseaux marins. Très intéressant. Et puis maintenant, je vais finir un peu parce que l'heure tourne. Là, je n'ai pas regardé ma montre, mais voici un peu la Géorgie du Sud, qui fait 170 km. De long, là, sur à peu près 30 à 40 de large, et puis complètement perdu dans l'océan austral. Donc un caractère insulaire extrêmement fort. Et en écologie, eh bien, c'est pareil, il y a beaucoup de caractéristiques uniques. Donc du coup, à la Géorgie, on commence par les manchots royaux. Hein. C'est ce deuxième plus grand manchot dans le monde après le manchot empereur. Et il y en a une quantité industrielle là-bas, un demi-million environ. Et cette fois-ci, on n'est pas du tout dans les glaces. Il y a des glaciers dans les montagnes, bien sûr, mais on est vraiment dans des végétations qui ressemblent beaucoup au tussoc et qui ressemblent à ça, finalement. Là aussi, on vous emmène parfois marcher sur des points de vue pour gagner un peu de la hauteur. C'est là qu'on se rend mieux le compte de la beauté du paysage. Donc ça ressemble à ça. Puis la côte de la Géorgie du Sud, eh bien, ça ressemble à ça. Et au bas des glaciers, dans ce genre de petites vallées glaciaires, là, on a des colonies de manchots royaux qui ressemblent à ça, et ça c'est unique au monde, parce que débarquer sur ce genre de plage, on n'arrive même plus à marcher tellement il y a de la vie entre les otaries, entre les manchots royaux. C'est très difficile de se faire une petite place et de se faufiler à travers une telle densité animale. Voici une petite plage de la Géorgie sur laquelle on va souvent. Et donc, c'est des paysages quand même assez grandioses. Hein. Vous voyez, c'est des glaciers suspendus qui tombent avec de la végétation malgré tout, où on a un nombre incalculable de nids d'oiseaux. Et puis, on a ces manchots royaux, certes, mais aussi des manchots papous un petit peu ici. Et puis, ces animaux-là, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des éléphants de mer. Et on en a une population de 400 000 là-bas, ce qui est absolument énorme. Et une population de 3,7 millions d'otaries à fourrure là-dessus. Donc c'est un vivier du vivant dans la zone subantarctique. Après, les conditions de tempête, etc., rendent parfois difficiles les visites, mais en général, quand ça se passe bien en Géorgie, c'est exceptionnel. Voilà, donc toute la journée, vous voyez des manchots royaux qui reviennent de la mer pour pêcher, remonter dans les colonies, aller nourrir leurs jeunes. Et c'est un spectacle absolument grandiose parce que les Anglais ont vraiment fait un travail exceptionnel de restauration du milieu. Et puis surtout, c'est ouvert au tourisme, quoi. Donc voilà des colonies de manchots royaux. Vous voyez les adultes hein, qui sont blancs, jaunes, et puis tous les marrons au milieu dans ces paysages grandioses. Là, bien, ce sont les jeunes qui attendent leurs parents pour finir leur mue, hein, pour prendre aussi la direction de l'océan et puis leur vie pélagique, hein, où ils vont rester dans l'océan. Ces jeunes-là, ils vont mettre 11 mois à peu près à partir vers la mer et puis aller pêcher vers les glaces de l'Antarctique. Donc voilà encore quelques photos de la Géorgie avec une densité animale qui est unique au monde, quoi. Voilà, donc cette zone, voilà, ces croisières-là, on parle d'ici, là, des malouines, de la Géorgie du Sud, et puis de cette péninsule antarctique, du nord-ouest de la péninsule antarctique. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. On va avoir les questions-réponses, bien entendu. Bravo. C'est très intéressant, effectivement, d'avoir un peu plus d'informations sur ce que l'on peut vivre, découvrir et observer quand on est en Antarctique
Et comme l'a si bien dit Benjamin, c'est un petit clin d'œil aujourd'hui que l'on vous présente, mais à bord, quand on a nos conférences à bord et que avant de débarquer ou en retour d'expédition, mais on explique tout ça, parce que le but du jeu, c'est de comprendre ce que l'on voit et ce que l'on peut vivre à destination. Le but du jeu aujourd'hui, c'était de vous donner un petit peu le goût et l'envie, et surtout vous dire que effectivement ce voyage-là, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Bien entendu, il faut avoir la possibilité de monter et descendre d'un zodiaque, pouvoir marcher normalement. On fait très très attention aux promenades quand on débarque en fonction de l'habileté et de l'agilité de nos passagers. Il y a des passagers qui vont débarquer, qui vont marcher un tout petit peu, quand d'autres vont monter plus loin. Donc on n'est pas obligé de faire des marches qui durent des heures et des heures. Tout va dépendre un petit peu de notre état. Donc on y fait attention bien entendu, mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez en profiter et en montant, en débarquant d'un zodiaque, pouvoir marcher à terre sur la péninsule avec parfois l'aide des bâtons, hein, on peut se munir de bâtons. Pensez aux jumelles bien entendu quand on part dans ces destinations-là. Les jumelles c'est très utile, même quand on est sur le pont et qu'on observe un petit peu ces paysages fantastiques, ces oiseaux, quand on est pendant le passage du Drake. Alors, il a parlé du passage du Drake. Benjamin, j'aimerais vous dire que ce passage du Drake, bien sûr, on le fait à l'aller et au retour sur les croisières de 10 et 12 nuits, et une seule fois au retour sur la 16 nuits. Mais j'aime à dire que c'est un sas de décompression, le passage du Drake, et que ça fait partie du voyage, parce que c'est ce qui nous nettoie, entre guillemets, avant d'arriver en péninsule antarctique. Donc il faut le vivre, ce passage du Drake, et il se fait de façon de plus en plus sereine, parce qu'avec les avancées météorologiques, les radars, ça permet aussi aux membres d'équipage, aux commandants de décaler, avancer, reculer le départ pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. Mais parfois, on a un passage du Drake un peu plus agité. Parfois, il est très calme. Et on se dit, c'est ça le passage du Drake. Bon, quand il est calme, c'est quand même super parce qu'on le fait dans des conditions formidables. Mais on peut passer aussi un passage du Drake, oui, avec un peu plus de mouvement. Mais ça fait partie du voyage. Et ça permet ensuite, quand on arrive en péninsule, de se poser et d'être finalement vierge de tout. Je dirais que ça nous nettoie un petit peu avant d'arriver et ça permet aussi de vivre ce voyage-là. Bien sûr, vous avez les vestes polaires qui sont fournies quand on part en Antarctique et la location des bottes également qui est proposée. Donc la veste polaire qui est offerte d'ailleurs à bord du bateau et la location des bottes. Donc si vous ne venez pas avec votre matériel, le seul matériel c'est bien sûr d'avoir tous les vêtements possibles pour se prémunir du froid. Donc on donne toutes les informations avant le départ, les bonnets, les gants, etc. Mais clairement, on a parlé des températures pour finir. Pour avoir testé en janvier très récemment, on était entre -2, c'est fini, et 2 degrés. Il faisait finalement plus froid à Paris, où il faisait -5 au moment où j'étais en Antarctique, et on avait plus chaud en Antarctique qu'à Paris. Donc je dirais que les températures, malheureusement avec le réchauffement climatique, font que c'est pas du tout impraticable quand on y va, puisque comme l'a dit Benjamin, c'est l'été pour la zone. Mais bien sûr, il faut être couvert avec des gants, des cache-colles, un bonnet et la veste polaire qui tient bien chaud, et d'être avec des pantalons imperméables, ce genre de choses. Pas obligé d'avoir des pantalons de ski ou autres, mais voilà, en fait, on met plusieurs couches et on les défait parfois au fur et à mesure. Mais voilà, ça fait partie aussi du voyage. Et comme on l'a dit, on peut débarquer 2 fois, voire exceptionnellement 3 fois dans la même journée, et des débarquements à chaque fois en zodiaque et des navigations aussi en kayak pour ceux qui souhaitent découvrir la glace au plus proche et pouvoir bénéficier de voir tous ces animaux, toute cette faune à portée de main pratiquement, mais tout en préservant bien sûr cette faune et en gardant des distances qui sont nécessaires et que l'on doit respecter pour pouvoir continuer à aller dans ces zones. Voilà. On a essayé de vous donner un petit aperçu parce qu'on est des gens passionnés. Alors c'est ça aussi que j'aimerais dire à bord d'Exploris, ce sont des gens passionnés et passionnants. On est vraiment très très heureux d'avoir tous ces guides à nos côtés. Et franchement, c'est ce qui fait la valeur ajoutée de nos voyages. Nos guides naturalistes, nos membres d'équipage
qui sont à vos côtés, qui vont vous faire vivre des moments exceptionnels, mais en toute décontraction, en toute simplicité. Et le but du jeu, c'est de partager, de s'émerveiller et de s'émouvoir face à cette nature qui est juste magique, ce paradis blanc. Un très grand merci pour votre attention. Bien sûr, on reste à votre écoute pour cette fin de journée. Merci beaucoup. Merci Benjamin et merci bien entendu aux équipes de Voyage d'Exception.